Bonjour. Ça s'appelle Combat d'entrepreneur, la dernière partie. Donc tu vois, voilà, c'est fait pour toi. Ludovic a écrit un bouquin, mesdames, messieurs. Je crois qu'on va vous le projeter d'ailleurs de manière plus télévisuelle. Voilà, je vais dire ça comme ça. Les licornes aussi renaissent de leurs cendres. J'ai écrit Comment tuer une start-up. C'est ça ton bouquin, Ludovic? Oui, un petit peu, ouais, tout à fait. Ouais, c'est l'histoire d'une start-upeuse qui essaie de se démener dans un des derniers rounds en fait de son entreprise et qui finalement n'arrive pas. Elle s'appelle Julie. Sa boîte s'appelle Firo. Oui. Sa boîte fait de l'intelligence artificielle, mais appliquée à des robots. Alors, tu sais qu'il y en a une qui existe quand même, boîte comme ça. C'est Groupe Gorgé. Hein. Oui. Groupe Gorgé avec Raphaël Gorgé. Donc, des robots qui ont la capacité d'intervenir dans des environnements ultra hostiles. C'est ça, hein, Ludovic, qui permettent. On l'a pu le voir déjà avec le nucléaire. Hein, ouais, c'est ça. Ça commence à éveiller beaucoup d'envie chez les entrepreneurs. Et donc, il y a plein d'autres secteurs, notamment le secteur des incendies, par exemple, qui peut être traité. Et donc là, en fait, elle va se faire dépouiller. Oui, elle va se faire dépouiller. Non, mais elle va se faire dépouiller. Oui. Tu racontes ça à la perfection. On a donc une sorte de cocktail entre l'investisseur qui ne pense qu'au très court terme, le grand groupe qui aimerait bien récupérer la technologie et les dissensions en interne. C'est ça le cocktail terrible qui tue les startups Ça peut arriver. En fait, j'ai écrit ce livre parce que, bien entendu, dans les fonds d'investissement et dans les grands groupes, il y a des comportements qui sont tout à fait respectables et qui fonctionnent. Mais il y a aussi parfois des cocktails qui ne fonctionnent pas du tout. Et quand on entreprend, on n'est pas toujours conscient de ça. Et donc j'ai voulu en effet raconter ce qui peut se passer. Des choses que j'ai pu vivre au travers de mon expérience, mais aussi des choses que j'ai pu avoir de témoignages d'entrepreneurs. Et voilà, je me suis dit, si je peux, à travers ce roman, transmettre un petit peu. Comment est-ce qu'on peut... Alors, disons d'un mot, toi, effectivement, aussi, c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, qu'on s'est connus. Hein, tu avais une boîte, pour le coup, qui m'avait bluffé. Elle s'appelait Sun Partners. Oui, tout à fait. Ta technologie, tu l'appelais WISIPS, What You See is Photovoltaic Surface. Et donc, c'était un film, hein, Ludovic? Oui, une vitre photovoltaïque transparente qui pouvait s'appliquer sur des téléphones portables, des montres, des vitres de bâtiments également. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Sun Partners n'existe plus aujourd'hui? Alors Sun Partners n'existe plus parce que au dernier round en fait de financier, eh bien la Banque européenne n'a pas suivi l'entreprise. Résultat, tout le château de cartes s'est écroulé. Les investisseurs qui étaient prêts à remettre n'ont pas remis. Et donc on n'a pas pu survivre. On a déposé le bilan. Et en quelques mois, il a fallu trouver un repreneur pour essayer de préserver le maximum d'emplois, puis la technologie, bien entendu. Est-ce que tu avais dans ton pool d'investisseurs ce type d'investisseurs que tu décris dans ce film, dans ce livre? J'ai connu des investisseurs tels que ceux qui se décrivent dans ce livre. Mais alors, que tu décris très très bien d'ailleurs, parce que le gars lui-même n'a pas le choix. Certes, il est détestable, ok. Mais en plus d'être détestable, il est lui-même dans un corner. Bien sûr, parce que ce que j'ai voulu, parce que je ne suis pas quelqu'un de manichéen, j'aime comprendre la complexité, j'aime observer ce qui se passe réellement. Et même dans leurs histoires personnelles, d'ailleurs, ils ont une histoire familiale qui fait qu'ils en sont arrivés aussi à faire ce qu'ils pouvaient faire. Et donc j'ai imaginé des personnages qui sont aussi inspirés parfois de gens que j'ai pu rencontrer, soit dans le cadre de mon activité, soit dans le cadre tout simplement de rencontres. Et en effet, les choses ne sont pas si simples. Eux-mêmes ont des pressions. Je peux donner un exemple. Il y a beaucoup de family office aujourd'hui qui cherchent des directeurs financiers, qui sont des gens qui ont pour mission d'aller très très vite et qui subissent parfois des pressions qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc c'est complexe tout ça et j'ai pas voulu simplifier les choses. Mais je voudrais que tu les décrives. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment, Julie Firo, donc c'est plus qu'une start-up, hein, c'est une scale-up, hein, elle fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires au moment où on rentre dans ton bouquin. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, elle va aller dans le mur et son entreprise va exploser? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine des investisseurs, il y a quelques opportunistes. Et ces opportunistes, eh bien, parfois, ils essayent de faire des coups. Et donc ça, faut pas le négliger, qu'il y a des investisseurs qui veulent faire des coups. Et pour faire des coups, eh bien, il faut trouver les chemins les plus faciles. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a des personnages que j'ai décrits qui sont comme ça, qui cherchent purement à faire des coups. Il y a des grands groupes également, et j'aurais pu en rencontrer dans mon parcours. Il y a des grands groupes aussi qui n'attendent qu'une chose, c'est que l'entreprise soit
au meilleur moment pour pouvoir la récupérer pour rien du tout. On peut jouer sur plusieurs choses, sur le paiement des factures, on peut jouer également sur la trésorerie. Et ça, j'en ai vu des grands groupes comme ça. Tout simplement parce que... Elle est de combien? J'ai oublié le chiffre. C'est vrai qu'elle a une créance sur ce grand groupe. De près de 700 000 euros. De près de 700 000 euros, voilà. Pour une start-up, c'est énorme. Et ça, il y a des grands groupes qui se permettent ça. Et elle est pieds et poings liés parce que ce grand groupe dans l'énergie nucléaire sera de toute façon son principal client. Bien sûr, voilà. Donc, et ça arrive souvent. Il y a beaucoup de startups que j'ai vues qui ont des gros clients, qui du coup sont très contents de les avoir. Ça leur permet de générer leurs premières activités. Mais à mon avis, sont un peu prisonnières de ces gros clients. Par ailleurs, il y a des investisseurs qui font partie de tous les conseils d'administration de ces grands groupes, etc., donc qui sont au courant de ces relations de clients. Et donc, à un moment donné, il y a des connexions qui se font, et sans que l'entrepreneur lui-même ne le sache et sans qu'il puisse le prévoir. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi un appel à l'autonomie, à l'indépendance, ce roman. C'est-à-dire, attention, quand on est entrepreneur, de toujours veiller... si on a un actionnaire qui nous dit oui, on va mettre du capital dans l'entreprise, quand même chercher à côté d'autres investisseurs, ne jamais se trouver point et moins lié, soit avec un client, soit avec un investisseur. C'est épuisant, Ludovic. C'est-à-dire, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut que jamais que l'entrepreneur... Et là, pour le coup, encore une fois, c'est plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, donc elle peut se dire quand même qu'elle a traversé cette fameuse vallée de la mort, Julie. Oui. À aucun moment, il faut se reposer. À aucun moment... Je pense que c'est très difficile de se reposer, en effet, quand on est dans une situation où on a besoin d'investisseurs privés et qu'on est sur une technologie qui est très capitalistique. Toutes les startups ne sont pas comme ça. Évidemment. Voilà. Mais dès qu'on est dans des choses un peu hardware, dès qu'on a besoin de gros capitaux, en effet, le repos est difficile. C'est vrai qu'elle, c'est un petit peu comme toi d'ailleurs, Ludovic. C'est une forme de tempête parfaite parce qu'elle est sur de la ultra haute technologie, donc d'intelligence artificielle. Exactement. Et en même temps, c'est du hardware de la robotique. Faut effectivement beaucoup de capital pour financer tout ça. Exactement. C'est sans doute la configuration la plus complexe, c'est ça? Je pense, après l'avoir vécu, oui, c'est ce que je dirais. Il y a un troisième point quand même dans le cocktail terrible qui emporte Julie, c'est les dissensions internes. C'est-à-dire que son directeur technique, à un moment, il va jouer le jeu des mauvais génies qui sont en train de détruire la boîte. Alors ça, c'est ce que je ne l'ai pas vécu personnellement, mais je l'ai vu dans plusieurs entreprises. Et c'est vrai que certains fonds d'investissement, une des techniques qu'ils ont et qui est assez classique, c'est de diviser l'équipe pour essayer de faire passer ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent. Et donc ça, c'est très important quand on crée une start-up, c'est d'avoir une équipe soudée, mais soudée par toutes les tempêtes, par vents et marées, parce que à un moment donné, eh bien en effet, les dangers peuvent arriver de partout. Voilà. Et ça, je l'ai vu plein de fois. C'est vraiment classique, c'est un grand classique. Mais comment tu peux t'assurer d'avoir une équipe soudée quand tu démarres? Tu démarres par définition, oui. Ludovic. C'est très difficile. Tu avais quel âge quand tu as démarré Sun Partners? Ouais, tu avais 30 ans. Voilà. Oui, c'est difficile. C'est pas quelque chose de simple. Voilà, mais il faut rester sur ses gardes. Et c'est pour ça, le maître mot, c'est l'autonomie quand on peut. Bien sûr, quand on a quelque chose de très capitalistique, c'est difficile de rester seul aux manettes jusqu'au bout. Mais le sujet, c'est-à-dire, et c'est là où c'est, je vais dire, c'est aujourd'hui une forme de tarte à la crème, parce que c'est vrai que nous, on a tendance, je crois qu'on s'est un peu calmé là-dessus, nous médias, à glorifier les levées de fonds. Il y a eu un moment, il y a quelques années, ça vous exaspérait d'ailleurs, je crois, Ludovic, enfin en tout cas un certain nombre d'entre vous, voilà. Bon, voilà, c'était comme ça. En fait, une levée de fonds, c'est rien, quoi. Bien sûr, c'est c'est aussi lourd de menaces que d'opportunités, finalement. Exactement, c'est pour ça que, et vous le valorisez souvent dans vos rendez-vous interviews avec des entrepreneurs, c'est que le plus tôt on génère du chiffre d'affaires, le plus tôt on a des clients, et bien le plus on est libre pour innover, et le plus on est libre même pour la suite. Parce que là, le problème, c'est que ces levées de fonds tuent aussi des visionnaires. Parce que ce qu'on voit beaucoup après des levées de fonds, c'est qu'à un moment donné, le président visionnaire fondateur, on a un peu envie de s'en débarrasser parce qu'on veut quelqu'un qui fait un peu moins rêver peut-être et qui va ramener d'ici 3 ans le retour sur investissement. Donc voilà, c'est toute cette difficulté de gestion qui n'est pas simple dans les technologies. Le livre s'arrête sur l'explosion de la start-up. Je me permets de le dire d'un mot, Ludovic, parce que j'ai beaucoup de respect. Le seul petit regret que j'ai sur ton bouquin, c'est que tout ce qu'on raconte là, c'est quoi? C'est un quart du bouquin. Oui. Et que tu y mets énormément d'éléments personnels, d'éléments politiques, voilà. Donc, non, je veux juste prévenir ceux qui vont vouloir lire ton bouquin.
Alors, j'aurais personnellement préféré que ce soit concentré sur l'ensemble de l'histoire. J'entends. Alors, j'explique pourquoi j'ai mis ça. C'est que, en fait, les éléments politiques sont pas si personnels que ça. Et en effet, il y a une partie de personnel, mais il y a aussi beaucoup d'observations. Et ce qui se passe en ce moment me donne un peu raison. Je ne vais pas dévoiler ce qui se passe dedans, mais on voit quand même qu'il y a des alliances qui sont en train de se faire. Et c'est plus de l'observation. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut ou que c'est bien. Et voilà, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais en tout cas, là où il y a du personnel, c'est que je pense qu'on est dans une société qui a besoin de plus de démocratie, qui a besoin d'une implication un peu plus forte du citoyen. Et bon, là, après, charge à chacun de penser ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'elle devient, Julie, après? Qu'est-ce qu'elle devient, Ludovic, après? Il remonte en selle? On verra. Pour l'instant, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce roman, qui en effet, sur certains points de vue, est personnel. J'ai un autre roman en tête qui, lui, est purement créatif. Voilà. Donc on verra la suite mais tout est possible. Donc les licornes aussi renaissent de leurs cendres. Voilà, je le montre encore une fois, Ludovic Doblois. Et puis bonne route, Ludovic. Merci Stéphane. Et puis peut-être à bientôt pour parler d'entrepreneuriat encore. J'espère, avant tout, volontiers.